Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai logiquement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Clément Pernia. Bonjour. Alors Clément, peux-tu en quelques mots te présenter ? Alors je m'appelle Clément, j'ai 27 ans, je suis supporter du Paris Saint-Germain comme tu t'en doutes et je suis journaliste et producteur. Je suis aussi auteur de 7 livres, dont 5 sur le Paris Saint-Germain, je pense qu'on va en parler. Voilà, j'habite à Paris, je suis abonné au Parc des Princes depuis 2006, donc ça commence à faire, ça fait 18 ans maintenant. Je suis abonné au Parc des Princes, en tribune Paris, toujours à la même place depuis 18 ans. Voilà qui je suis. Très bien. J'ai un peu regardé sur internet, j'ai vu que tu viens de Villers-Cotterêts. Exactement. C'est la ville d'Alexandre Dumas. C'est la ville d'Alexandre Dumas, exactement, qui est revenue à la mode en ce moment. Il y a pas longtemps. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ces livres ont été adaptés en cinéma. Ça avait déjà été le cas il y a longtemps, mais aujourd'hui il y a le Comte de Monte Cristo qui fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup d'entrées. Puis c'est aussi depuis quelques années la Cité internationale de la francophonie, mise en place par Emmanuel Macron, et du coup ça a remis la ville de Villers-Cotterêts au cœur du débat, au cœur des médias, au cœur de l'actualité, alors que c'est vrai que c'était une ville qui était un peu perdue de vue, une ville moyenne de province où il se passe pas grand chose, on va pas se mentir, d'une à peu près 10 000 habitants. Donc voilà, ouais, effectivement, on est connu pour Alexandre Dumas et François Ier, l'ordonnance de François Ier. Il y a le château de François Ier à Villers-Cotterêts. Et l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est l'ordonnance qui a imposé le français comme langue officielle, qui a remplacé le latin. Bon, c'était le latin. Donc voilà les faits d'armes de Villers-Cotterêts. Alors, quand on habite à Villers-Cotterêts, c'est une petite ville de 10 000 habitants en province. Alors, c'est pas si loin quand même, c'est dans le nord de Paris. C'est à 1 heure de Paris. 1 heure de Paris. Comment on devient supporter du Paris Saint-Germain ? Comment on devient supporter du Paris Saint-Germain ? Alors déjà, Villers-Cotterêts, on est au cœur du triangle. Le triangle, c'est quoi ? C'est Paris, Amiens et Reims. Bon, il se trouve que déjà, à Villers-Cotterêts, c'est la Picardie, donc je pourrais te dire plutôt supporter d'Amiens. Sauf que Amiens, c'est à l'époque, c'est en Ligue 2, voire nationale, je crois. Et puis, comme tout le monde, je suis supporter du club dans lequel on m'emmène, vers lequel on me dirige. En l'occurrence, mon père était supporter du PSG. Il m'a emmené au Parc des Princes quand j'étais petit. Quand t'es petit, qu'en 2005-2006, tu vas au Parc des Princes, comme tous les gamins, t'as les yeux remplis d'étoiles parce que c'est le plus beau stade de France, parce que c'est magnifique, parce que l'ambiance est incroyable, parce qu'on peut dire ce qu'on veut du PSG, du Parc des Princes. Il y a une âme particulière dans ce stade qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Puis voilà, t'es petit, t'as envie d'y retourner 1 fois, 2 fois, et puis tu t'abonnes. Et puis à l'époque, quand tu t'abonnes, t'es à une époque où tu vas avec la boule au ventre parce que tu sais pas si tu vas rester en Ligue 1, parce que tu sais pas si tu vas réussir à battre Caen, si tu vas réussir à battre Sedan, si tu vas réussir à battre Nantes. Et puis 3 fois sur 4, tu perds. Et puis voilà, t'es pris dans une dynamique, et puis tu te réabonnes, et puis tu deviens passionné comme ça, voilà. C'est ce que j'allais dire, tes premières saisons ou tes premiers matchs au Parc des Princes, c'est pas les plus belles années sportives. C'est terrible, moi j'ai le souvenir de matchs. Alors mon premier match, c'est PSG Bordeaux, 16e de finale de Coupe de France, où Paris gagne grâce à un doublé de Pedro Paoletta, et je me souviens très bien du but de Mario Yepes à la 88e. Très bien, voilà, et Marwan Chamakh qui est expulsé côté bordelais. Et puis après, les premières années d'abonnement, c'était très très compliqué. Franchement, pour plein de raisons. Bon, il y a les dimensions, je pense qu'on l'abordera, extra-sportives, avec l'atmosphère dans les tribunes qui était à la fois passionnante et à la fois flippante. Et puis il y a le côté sportif qui est frustrant, avec une succession d'entraîneurs. Voilà, je démarre avec Laurent Fournier, qui est viré, on sait pas trop pourquoi. Puis après, tu mets Guy Lacombe, puis Paul Le Guen. Puis voilà, il y en a pas un qui arrive à porter le club. T'as un actionnaire qui est là sans être là, qui recherche à vendre le club. T'as des joueurs qui sont pas au niveau sportivement, et surtout qui n'ont pas les épaules pour porter ce maillot, on va pas se mentir. Des types et en même temps, ils ont pas les épaules, et en même temps on était attachés à eux. Des types comme Seara, comme Yepes, comme Armand. C'était des gars qu'on aimait parce qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais au PSG, on le voit encore aujourd'hui, en 2024, 2025. Il y a encore des joueurs aujourd'hui qui sont très bons ailleurs, qui sont bons dans leur sélection, qui sont bons dans des clubs italiens, espagnols, mais qui n'ont pas les épaules pour supporter la pression du PSG, la pression du Parc, la pression de l'enjeu, la pression de l'ambition. Même les plus grands. Voilà, même des bons joueurs de foot. Voilà, des Fabien Ruiz, des Carlos Soler, des... Moi, je dis les plus grands. Ouais, mais c'est des gars qui sont champions d'Europe quand même. Oui. Fabien Ruiz, il est champion d'Europe. Ouais.
Je veux dire, et le PSG, ça va pas du tout. Et Carlos Soler, c'était. Voilà. Est-ce que Donnarumma, il a les épaules pour supporter le PSG? Alors, il est champion d'Europe aussi, je crois. Hein. Et meilleur joueur de l'Euro. Meilleur joueur de l'Euro. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment un club à part. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, alors on se raccroche à des choses. On se raccroche à des joueurs, à Roten, à Paoletta, à des mecs qui arrivent à sortir un peu la tête de l'eau. On se rapproche à des Coupes de France, à des Coupes de la Ligue. Et ça, c'est beau quand même, parce que même le PSG dans le dur, le PSG remporte des trophées. Ça, c'est super. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas grand-chose. Et une de tes premières saisons, finalement, de supporter, c'est celle du maintien. Ouais, alors, c'est la première ou la deuxième. Je sais plus. C'était 2007, mais je sais plus 2006, 2007 ou 2007, 2008. Et ouais, cette année, elle est horrible parce que je sais pas si tu te souviens, mais on ne gagne pas un match à domicile avant la 22 ou 23e journée. Enfin, elle est connue cette saison-là parce qu'on fait que de perdre ou de faire des matchs nuls jusqu'à un match de janvier. Je crois que c'est en janvier qu'on arrive à battre. Je sais plus qui, mais c'est terrible. On a des matchs où on perd contre Caen 1-0, où Serra il fait une boulette terrible à la 70e. Voilà, tu perds sur des erreurs de Traoré, de je sais plus qui. Enfin, on avait une défense, je crois que c'était Camara, Yepes. Et en fait, tu fais pas forcément des matchs catastrophiques au parc. Tu domines tes adversaires, mais tu flanches face à la pression, tu flanches face à l'atmosphère. C'est aussi le moment où Boulogne et Auteuil commencent un peu à s'affronter en tribune. Et paradoxalement, je crois que tu gagnes à l'extérieur. T'es sauvé par des buts de Louis Ndoula à Auxerre, à Saint-Etienne. C'est des matchs, tu vas gagner 1-0 à l'arrache, mais à l'extérieur, t'arrives à te libérer parce que malgré tout, t'as des joueurs, c'est pas non plus des peintres, hein, ça reste des joueurs pros. Mais au parc, t'y arrives pas. Ouais. Ouais. Et alors, toi, justement, t'es en tribune Paris? Ouais, je suis à côté des Authentiques. Alors à l'époque, c'est H. Donc il y a G Authentique et moi, je suis en H, donc je suis pas loin. Et j'adorais parce que les Authentiques, moi, je trouvais. Alors je sais pas si je suis biaisé parce que j'étais à côté, mais je trouve que c'était vraiment le meilleur groupe de supporters. À l'époque, en tout cas, effectivement, c'était l'un des plus génial, actifs qui avait pris une ampleur énorme. Ouais. Et toute la tribune haute de la tribune G. Ouais, voilà. Et c'était génial. Il y avait toujours des super tifos, ils faisaient des belles animations. Bon, c'était évidemment adossé à Auteuil un peu, mais ouais, c'était génial. C'était un des groupes les plus jeunes. Puis comme Auteuil était complet, tous les gens qui voulaient aller un peu dans cette atmosphère, aller dans la tribune G et proche. Je sais pas, j'ai jamais su pourquoi il s'appelait Authentique d'ailleurs. Alors ça, je pourrais pas te dire pourquoi ils ont choisi ce mot Authentics. Je sais pas. Et donc t'as jamais été, alors t'étais jeune effectivement à l'époque, et puis après t'es arrivé rapidement 2010, donc finalement t'as jamais pu aller toi au virage Auteuil. Ça t'aurait intéressé à l'époque? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors c'est vrai qu'au parc tu vois bien partout, c'est l'avantage, contrairement à d'autres stades. Mais en même temps, tu sais, aujourd'hui je suis devenu journaliste et je pense que j'aime bien ce côté de bien voir le match, ce confort de pouvoir analyser en même temps. Malgré tout, c'est une mentalité particulière quand tu es en virage. Bon, il y en a beaucoup qui disent, et c'est leur choix, et je les comprends et je les respecte. Le plus important, c'est la tribune, c'est pas le terrain. Franchement, bravo. Bravo pour ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait par le passé, et ce qu'ils font, parce que sans eux, c'est pas pareil. Le parc n'a pas la même âme, le parc n'est pas aussi célèbre, le PSG n'est pas aussi célèbre pour ses ambiances mythiques et magnifiques. En même temps, moi, non, je pense que c'est pas ma philosophie. J'ai jamais été élevé dans cette culture ultra. Je m'y suis jamais retrouvé. J'ai toujours adoré regarder, mais je me suis jamais retrouvé à tout dévouer pour un groupe de supporters, à ne pas regarder de match. Il y a aussi une ambiance, faut dire la vérité. Il y a aussi une ambiance un peu sectaire. C'est des clans, les groupes de supporters. Et on le voit encore aujourd'hui. Voilà, quand on n'est pas membre, c'est compliqué. Hein. C'est une sociologie particulière. C'est une sociologie particulière et non. Mais en revanche, j'ai un énorme respect, un énorme, franchement, même attachement aujourd'hui à ce que fait le collectif Ultra Paris. Je conteste plein de choses, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais bravo pour l'ambiance qu'ils mettent, bravo pour le travail, bravo pour le dévouement pour le club. C'est magnifique dans la victoire comme dans la défaite. Et à l'époque, que ce soit Boulogne ou Auteuil, c'était vraiment remarquable. Quelle est toi ta définition de supporter? Déjà, moi, tout simple, un supporter, ça supporte dans la défaite comme dans la victoire, autant. Un vrai supporter... Alors déjà, il y a plein de choses. Et franchement, merci, c'est peut-être la seule fois que je vais le dire, mais merci l'époque d'aujourd'hui de me permettre de dire ce qu'est un vrai supporter. Parce qu'il y a tellement de faux supporters aujourd'hui, il y a tellement de footix, comme on les appelle. Qatarix? Non, pas Qatarix, d'accord, footix. Footix, pas qu'au PSG, partout. Ouais, d'accord. Que ça me permet de dire... par élimination, ce que devient un vrai supporter. Aujourd'hui, on a des supporters, qui supportent des joueurs et pas des clubs. Les pro Messi, les pro Ronaldo, les pro Neymar, les pro Mbappé. Moi, déjà, ça, c'est pas des vrais supporters.
Aujourd'hui, les vrais supporters du PSG supportent encore le PSG aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Mbappé. Donc voilà. Donc ça c'est pas, pour moi, ça c'est pas des vrais supporters. Ensuite, des supporters qui supportent, des supporters, hein, je mets des guillemets, qui supportent un club, qui supportent le PSG et le Real, qui supportent Marseille et Liverpool. Quand tu es supporter d'un club, tu ne supportes qu'un club. Tu ne supportes pas deux clubs, un club à l'étranger, un club en France. Voilà. C'est exclusif. Ouais, c'est exclusif. Tu es supporter d'un club, comme tu es marié à une femme, et voilà. Ça n'existe pas. Ça, c'est. Voilà. Ensuite, c'est des arguments de fidélité. Tu es supporter de ton club s'il descend en Ligue 2. Tu es supporter de ton club s'il se prend une remontada en Ligue des Champions. Tu es supporter de ton club s'il se fait sortir en phase de poule de Ligue des Champions. Tu es supporter de club s'il n'est pas champion, s'il perd un classico. Et voilà, et moi j'en ai vu des supporters du PSG qui ont tourné le dos après des désillusions. Voilà, pour moi, ça c'est pas des vrais supporters. Enfin, t'es supporter de ton club. Et c'est pour ça que pour moi, être ultra ne donne pas un gage de supporter de ton club. T'es supporter de ton club si tu connais l'histoire de ton club. Et aujourd'hui, il y a des types qui se disent ah, moi je suis ultra, je suis à Auteuil, ils ont, je sais pas, 19, 20 ans, le PSG c'est nous. Tu vois cette phrase, Paris c'est nous. Bah non en fait. T'as des mecs en Borély ou en Paris qui ont 60, 65 ans, et moi je te dis mec, le PSG c'est eux. Parce que eux ils connaissent Rocheteau, eux ils connaissent Daleb, eux ils connaissent Borély. Toi tu sais même pas qui c'est. T'as pas lu un livre d'histoire. Il y en a qui le savent, hein. T'es bien placé pour le savoir. T'as écrit 2 livres sur l'histoire du Paris Saint-Germain. Moi j'en ai écrit aussi. Pour moi un vrai supporter, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire de son club, qui est là dans la victoire comme dans la défaite, qui supporte exclusivement le PSG et qui ne supporte pas des joueurs. Ça, c'est un supporter du PSG. C'est une belle définition. Ouais. On reviendra sur l'histoire après, justement, en abordant tes livres. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es aussi producteur. Tu as une facette de producteur. Virage Production. Ouais. Virage, il y a un rapport avec le stade Ah ou... oui. Eh oui, effectivement. Tu vois, j'avais pas lu tes questions avant, donc, parce que j'aime bien faire ça spontanément. Mais ouais, c'est marrant que tu m'en parles. Bon, Virage, ça a 2 significations pour Théo et moi. Théo, c'est mon associé, qui est aussi abonné au parc. La première, c'est notre volonté de faire des sujets en rapport avec la culture du foot et du sport et la production audiovisuelle. Donc, ce côté virage, ce côté stade, ça nous permettait aussi un peu de mettre en avant notre attachement à la culture de tout ce qui est stade. Et c'est aussi virage d'un point de vue professionnel, où on était plutôt journaliste news et on est devenu producteur. Donc en fait, ça englobait bien un peu toute cette transition et tout ce qu'on voulait faire dans la production audiovisuelle. D'accord. Alors tu sais que moi, je participe au site Virage Paris. Ah oui, bravo. D'ailleurs, super travail. Merci. Et du coup, c'est pour ça m'a fait tilt aussi. Je fais, Virage Production, ouais. Il y a un rapport entre les deux. Tu viens de le dire, tu es journaliste également. Tu as collaboré ou tu collabores pour plein de médias, radio, télé, etc. On pourrait faire une longue liste. C'est pas trop difficile quand on est journaliste de garder une distance? Oui. Ça peut être difficile quand tu es à chaud notamment. Quand tu analyses quelque chose à chaud, une rencontre du PSG, une défaite du PSG à chaud, oui, c'est compliqué. Après, je pars du principe que personne n'est parfaitement objectif et ce serait hypocrite de dire que tous les journalistes n'ont pas un club de cœur ou ne vibrent pas pour quelqu'un, pour quelque chose ou pour un club. C'est le cas de tout le monde, que ce soit l'OM, Lyon, le PSG, Saint-Etienne, Bordeaux, Nantes. On est tous, à un moment donné, on a tous été enfants, on a tous supporté un club. Donc il faut pas se voiler la face. Pour moi, il faut pas gommer toute émotion. C'est vrai qu'en France, on aime bien la partialité, etc. Tu vas en Angleterre ou en Espagne, les mecs sont comme des fous en débrief, ils ont des réactions à chaud. Voilà, il faut garder cette part d'émotion. Pour moi, c'est ce qui fait le charme de nos émissions, ce qui fait le charme de nos débriefs. Cette part d'émotion, cette part de partialité, cette part de subjectivité. Mais oui, il faut aussi réussir à analyser. Quand tu fais des débriefs, quand tu portes ton regard sur un système, sur un entraîneur, sur un club, sur une philosophie, il faut réussir à prendre du recul. C'est pas toujours facile pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand tu as des émissions comme les autres, à un moment donné, tu es en rapport avec le club. Il faut savoir aussi mettre une distance. Voilà, je suis en rapport avec vous, je travaille parfois avec vous, mais je dois garder mon esprit critique et je dis ce que je veux. Ça, c'est important. Et puis, c'est pas facile parce que tu as des sentiments pour un club, tu as de l'affection pour un club. Donc, parfois, tu as la tentation d'être trop difficile, trop dur, trop critique. Tu es toujours plus critique envers ceux que tu aimes, envers ce que tu aimes.
Bon bah nous chez Paris United par exemple, média pour lequel je bosse et que je gère en partie aujourd'hui, c'est compliqué parce que quand on fait des débriefs du PSG, on a des chroniqueurs, ils sont parfois très durs envers le PSG. Et c'est vrai que les gens nous le disent parfois dans le chat, nous disent ah vous êtes tout le temps critique, tout le temps en colère. C'est vrai que parfois on manque de recul, on omet de dire que ce que fait le PSG depuis 15 ans c'est incroyable, ce que est devenu ce club c'est incroyable, mais non on est tout le temps dans l'instant présent. Voilà, il faut parfois prendre du recul et c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on essaye de faire des émissions à froid parfois, hors match pendant les trêves. Voilà, on prend un peu de chant, on parle de l'histoire et là on arrive à être un peu plus objectif. Oh, justement, c'était ma question d'après. Cette aventure Paris United ou United, là pour le coup c'est un média partisan. C'est quoi cette aventure du coup en quelques mots? Paris United, de base c'est un compte Twitter qui avait des informations, parce que les fondateurs de PU avaient des informations sur les transferts et ils se sont vachement révélés au moment de l'arrivée de Neymar et Mbappé au PSG. Puis ces gens, accompagnés d'agences de prod, etc., ont décidé d'en faire un média, un vrai média, un site internet, une chaîne YouTube. Et c'est là où moi j'ai été contacté pour les rejoindre. Donc moi j'ai dit oui directement, j'avais 19-20 ans, j'étais jeune, j'étais super content, on venait me chercher. Donc avec eux j'ai pu faire des podcasts, des articles, etc. Les fondateurs sont ensuite partis parce que voilà, ça correspondait plus forcément à la philosophie. Et puis ensuite, on s'est retrouvé un noyau de supporters fidèles, historiques, à faire des débriefs. Donc au départ, il y avait le site internet, puis après, il y avait la chaîne YouTube. Aujourd'hui, il n'y a plus que la chaîne YouTube. Et voilà, on fait des débriefs, on fait des émissions entre passionnés. On a une grosse communauté sur YouTube. On est suivi par 40 000 personnes. Les gens adorent parce que mine de rien, nos chroniqueurs, on est tous âgés entre 30 et 55 ans, et du coup il y a une forme de connaissance du PSG, il y a un respect de l'histoire, il y a une vision un peu nostalgique et parfois romantique du PSG. Je pense que les gens aiment ça change un peu des analyses, soit des médias mainstream, soit des jeunes aujourd'hui sur TikTok. Donc nous on apporte un peu ce côté passionné, historique, et je pense que les gens adorent ça. En tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Donc voilà, c'est cool, et on a aussi pu faire des bouquins sur l'histoire du PSG. On va y venir notamment avec Jean-Baptiste Guégan et Moustapha Boulim. Ouais. C'est important finalement, même dans l'écriture, le collectif. Oui, exactement. En fait, on était en 2019 et on est arrivé sur les 50 ans du PSG. On s'était dit, tiens, nous, à l'époque, on était... moi, je respecte tous les sites du PSG, Virage, PSG for Communities, PSG Community, Culture PSG. Enfin, tout le monde bosse très bien. Mais c'est vrai qu'en termes de communauté, on était suivi par énormément de personnes. On s'était dit, tiens, et si on parlait... si on faisait un livre au nom des supporters du PSG, qui s'appelait Une histoire populaire du PSG, où en fait on va raconter les 50 ans du PSG, mais sous le prisme populaire, sous le prisme des supporters. Voilà, en gros, c'est quoi l'histoire du PSG pour les supporters du PSG. Et avec Mousse et JB, on s'est lancé dans cette aventure, on a interrogé plein d'anciens joueurs, plein d'anciens supporters, que tu connais, un bouquin Giscard, voilà, on a vu Romain Mabi du Cup, puis plein d'autres, enfin, voilà, ceux qu'on connaissait, parce que même... C'est aussi une question de connaissance, de contact. On aurait pu l'interroger 100, 200, on aurait pu t'interroger toi par exemple. Et c'est vrai que je me suis dit, je suis pas dedans. Bah ouais, on se connaissait pas. Et voilà, des mecs comme Julien Cazard qui sont au Parc des Princes depuis très très longtemps. Et puis voilà, on a fait des bouquins, on fait des émissions. Et l'idée c'est de débriefer, de continuer d'analyser le PSG, mais avec un regard un peu plus, à la fois connaisseur, parce qu'on a des journalistes, on a des mecs très compétents. On a un type comme Yacine qui tactiquement est éducateur et qui a une analyse tactique vraiment pointue. On a un mec comme Jean-Baptiste qui d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique est brillant. Et en fait tous ces gars-là, on a réussi à faire une équipe hyper complémentaire et je trouve très compétente aujourd'hui. Comme une équipe de foot, quoi. Ouais, exactement. Yacine Amned. Ouais, exactement. Alors justement, j'avais noté par rapport à ce livre une histoire populaire du PSG. Donc c'était chez Hugo Sport. Tu as déjà répondu à cette question au début, mais c'est vraiment important du coup de connaître son histoire pour savoir qui on est et savoir où on va. Pour moi, c'est indispensable. Je ne sais pas comment aujourd'hui on peut se permettre, au nom de qui, au nom de quoi, et surtout par rapport à la responsabilité qui nous engage face aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent, au nom de qui on va se permettre de commenter, de dire des choses sans connaître l'histoire. Moi, je suis qui pour dire quelle place a Mbappé dans l'histoire du PSG si je ne sais pas ce qu'a fait Rai, si je ne sais pas ce qu'a fait Souzic? Je suis qui pour parler de l'importance de Nasser dans l'histoire du PSG si je ne sais pas ce qu'ont fait Borelli et Denisot et Echter?
Voilà, c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a un débat qui revient sans cesse. Finalement, il n'y a plus de stars au PSG. Est-ce que c'était pas mieux avec des stars? Ou, à contrario, je te tourne différemment la question. Enfin, on n'a plus de stars. Enfin, c'est le collectif. Enfin, si je dis ça, je omets de dire que le PSG, c'est des stars. Le PSG, ça a toujours été un club bling-bling. Depuis Daniel Echter, depuis Daleb, depuis Souzic. Donc les gens qui disent ça, mais en fait, ils ne savent pas qu'au PSG, il y a toujours eu des stars. Donc l'ADN du PSG, c'est d'avoir des stars. Donc c'est plutôt une anomalie ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien qu'on ait plus les trois de devant, par exemple. Mais c'est encore un autre débat. Voilà. Si moi j'analyse demain le PSG et que je ne sais pas ça, mais en fait, je dis des conneries. Je dis des bêtises parce que je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Récemment, il y a eu le débat sur la banderole au sein du virage Auteuil. Voilà, si je sais pas que politique et foot, ça a toujours été de mèche, entre guillemets, notamment au Parc des Princes, en fait, il manque des éléments pour analyser justement les choses. Donc ouais, pour moi, c'est important de connaître l'histoire pour analyser le présent et pour aussi comprendre l'avenir. Quelle est ta définition du Paris Saint-Germain? Pas que des stars, je suppose. C'est dur, franchement, c'est dur. Je sais pas si je suis... Alors déjà, j'ai un problème de légitimité pour répondre à cette question. J'ai 27 ans et je sais pas si aujourd'hui je suis en mesure de... Je suis légitime à répondre à cette question. Bon, qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, le PSG... En fait, il y a une forme de tragédie dans le PSG. Il y a un côté magique, il y a un côté tragique. Il y a une forme de tragédie où il y a... Voilà, c'est un feuilleton qui se finit souvent mal avec des hauts et des bas. Où il se passe tout le temps, il y a tout le temps des rebondissements. Pour moi, le PSG, c'est Paris. Paris, c'est la France, et il y a un côté où on est singulier. Il y a un côté titi parisien où on aime être détesté par tout le monde. Voilà, une vision jacobine de la France où c'est Paris contre la province. Alors parfois on s'en plaint, mais en fait souvent on l'entretient ça. Et je pense qu'on l'aime dans le fond, on aime ce côté seul contre tous. Que ce soit PSG version Qatari, détesté par l'UEFA, détesté par l'Europe, détesté par les autres, détesté par les arbitres en France, détesté par les médias, par la province. Il y a ce côté vraiment seul, et en même temps il y a ce côté magique parce qu'il y a une passion énorme derrière le PSG. Le PSG, c'est le Parc des Princes, quoi qu'on dise. Le PSG, c'est le Parc des Princes. Depuis 73-74, avant on était à Saint-Germain, mais on est au Parc des Princes, on a pris le Parc des Princes en 74. Et en fait, le PSG, c'est à la fois ce côté magique, ce côté seul contre tous, et ce côté tragique parce qu'il y a toujours eu des scénarios, que ce soit sportifs ou extra-sportifs, qui sont tragiques. Alors justement, le petit gars de Villers-Cotterêts est plutôt de la province. Ouais. Paris-Province. Ah bah nous, on n'aime pas le PSG chez nous. Hein. C'est ça. Ah ouais, non, ça n'aime pas trop le PSG. Hein. Ça supporte beaucoup. Ça supporte Marseille, pas mal Marseille. C'est vrai que Marseille a une bonne cote en province et on le voit hein, quand ils se déplacent à l'extérieur. Encore aujourd'hui? Ouais, et une forme de moins chez la nouvelle génération. Ouais. Plus ça va aller, plus ça va s'estomper. Les jeunes, ils vont supporter de plus en plus le PSG. Ou alors, ils vont supporter des joueurs ou des clubs étrangers. Qu'on disait tout à Nouvelle l'heure. génération 2.0. Ça, c'est terrible et on s'en rendra compte dans quelques années. Mais alors, il y a des supporters du PSG parce que moi, j'ai la chance d'être pas trop loin de Paris. Oui. Donc, il y a quand même un peu des gens comme moi qui ont leurs parents qui ont été bercés par le Parc des Princes, etc. Par les années 90 du PSG, les grandes années Denisot, Valdo, Rai, etc. Mais globalement, ouais, il y a une détestation du PSG, un rejet du PSG, encore plus depuis que ça a été racheté par le Qatar, parce que là, tu mélanges tout. Là, tu as l'argent, les Arabes et Paris. Donc là, tu as le combo parfait pour détester le français moyen, pour horrifier le français moyen. Donc ouais, là, c'est terrible. Alors justement, c'est une parfaite transition. Avec Mustapha Boulim et Paris United, tu as écrit PSG 2010-2020, Ouais. une décennie pour rêver plus grand. Donc justement, le rêver plus grand, c'est quoi? Alors, on l'a dit, le PSG, c'est magique, c'est tragique. Rêver plus grand, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions? Bien sûr, c'est ce qui a été annoncé par le club. On est obligé, on peut pas être focus aujourd'hui et dire oui, il faut être prudent. La Ligue des Champions, c'est pas un objectif.
C'est peut-être plus le cas aujourd'hui en 2024-2025, mais ça a été annoncé par le club et ça a été annoncé et surtout ça a été vendu tel un bourrage de crâne aux supporters. Quand Nasser Al-Khelaifi et QSI arrivent en 2011, ils disent Ligue des Champions dans les 5 ans. Ils ont mis les moyens pour ça. Ils ont fait venir les meilleurs joueurs du monde, enfin en tout cas Ibrahimovic, Thiago Silva, etc. Et en fait, ils ont instauré un système de pensée, de communication qui fait que les supporters se sont mis à y croire. Pour moi, c'est la plus grosse erreur de QSI en arrivant. C'est qu'ils auraient jamais dû dire ça. Ils auraient dû dire on va créer une grosse équipe en France et puis on verra en Europe et puis on va essayer d'être ambitieux en Europe. Ils ont tout de suite vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sauf qu'ils ont mis un thème et un sujet, c'est que c'est de plus en plus dur de gagner la Ligue des Champions. Il y a un seul club par an qui gagne la Ligue des Champions. Et souvent, c'est le Real Madrid. Et souvent, c'est le Real Madrid. Un an sur deux, c'est le Real Madrid. Donc, déjà, ça t'enlève beaucoup de possibilités. Donc oui, à l'époque, en tout cas, quand on a fait ce livre-là, en 2020, le PSG finalise la Ligue des Champions. C'est ce que j'allais dire. Sort le bouquin, Finalement, depuis, ils ont fait finale, demi-finale. Ouais. Quand on sort le bouquin, il est parfait parce qu'en fait, une décennie pour arriver plus grand, on part de 2011 du rachat. Non, on part de 2010 et de la mort de Yann Laurence, la mort tragique de Yann Laurence, à 2020 et la finale de Ligue des Champions. La trajectoire, elle est incroyable. Enfin, c'est vraiment, c'est ça quoi. Et bon, depuis après, il y a eu les désillusions avec les périodes Pochettino, Christophe Galtier, les problèmes avec Neymar, Messi, Mbappé, etc. Mais oui. Et en même temps, je te dis ça, et en même temps, il faut pas non plus omettre de préciser ce qui est devenu ce club. Le PSG est devenu le club le plus titré de France. Le PSG, chaque année, gagne 2, 3, voire 4 trophées sur la scène nationale. C'est énorme. Le PSG, c'est la plus grande marque sportive, le plus grand développement de marque sportive au monde. Je crois il y a 2 ans à égalité avec les Lakers. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel ce qui est devenu le PSG à ce niveau-là. Donc c'est le rêvons plus grand, il est justifié. Il ne fallait juste pas faire de la Ligue des Champions une obsession. Alors pour le petit garçon qui est arrivé au Parc des Princes au milieu des années 2000, très jeune, quelle est ta vision justement du PSG d'aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il ne faut pas être amnésique. Et ce qui est devenu le PSG aujourd'hui, c'est une chance. C'est une chance pour les supporters du PSG. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, il y a plein de choses qui ne sont pas bien. Moi, je suis plutôt un nostalgique et il y a plein de choses, notamment au Parc des Princes, que je regrette. Même au PSG, d'ailleurs, que je regrette. Mais franchement, c'est une aubaine ce qui est devenu le PSG aujourd'hui. Tu vas au Parc des Princes, t'es quasiment sûr de gagner le week-end. Le jeu proposé, hormis exception faite les années Pochettino-Galtier, t'as eu des bons entraîneurs qui n'ont pas toujours réussi, mais t'as eu des bons entraîneurs, t'as eu des super joueurs, t'as dominé tes adversaires, t'as vu des matchs de Ligue des Champions chaque année, t'as un club qui est respecté sur la scène européenne, t'as des adversaires européens qui craignent de jouer le PSG. Alors, plus ou moins selon les années. Aujourd'hui, en 2024, c'est un peu moins le cas, par exemple qu'en 2020 ou 2021 ou 2018, 2017. Mais globalement, c'est la réalité. Voilà, aujourd'hui, si t'es supporter du PSG, t'es supporter d'un des top 10 clubs européens. Voilà, ça, c'est cette supporter du PSG aujourd'hui. Alors, t'es raillé une fois par an parce que tu te fais sortir en Ligue des Champions. Mais alors, quand le Barcelone se fait sortir, ils sont raillés par le Real. Quand l'Inter se fait sortir, ils sont raillés par le Milan. C'est l'histoire du foot. Même quand on perd en finale, on est raillé. Mais oui, mais c'est l'histoire du foot. Parce que c'était un but de Kingsley Coman. Voilà, mais ça c'est notre ADN. Tu me demandais ce que c'est l'histoire du PSG, bah tiens c'est ça. C'est un but de Kingsley Coman en finale de Ligue des Champions. Voilà, pour moi c'est une aubaine aujourd'hui d'être supporter du PSG par rapport à ce qu'était le PSG il y a 15 ans. Alors le football c'est pas que du sport. Le PSG c'est pas que du sport. Tu as écrit notamment un livre qui n'était pas que sur le Paris Saint-Germain, même. C'est La République du foot. Ouais. Que tu as écrit en mars 2022 avec Jean-Baptiste Guégan, un peu avant la Coupe du Monde, notamment au Qatar. Dedans, vous étudiez les liens entre le football, la politique. Est-ce que le PSG, c'est pas le club le plus politique, finalement ? Ah si, parce que... Historiquement même, déjà. Oui. Le PSG, ce que je disais tout à l'heure, c'est pareil contre la province. Donc, c'est le club de la capitale. Donc forcément c'est le club pour les politiques où on aime se montrer. En plus, l'un des anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, est un supporter historique du PSG. Son prédécesseur Jacques Chirac a été le maire de Paris, était souvent au Parc des Princes aussi.
Voilà, le PSG, c'est le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est l'endroit où il fallait se montrer. Donc oui, c'est un club politique, c'est un club qui fait plus parler que les autres, donc qui est plus sujet à une récupération politique. On l'a vu quand il y a eu des problèmes au Parc des Princes. On le voit aujourd'hui. Hein. Dès qu'il y a une polémique, je suis homophobe, tifo polémique. À l'époque, quand il y a eu les soucis au Parc des Princes, évidemment que c'est inacceptable pour les pouvoirs publics de laisser passer quelque chose au Parc des Princes. Ça fait la une de l'info direct. Il se passe la même chose à Marseille ou à Toulouse, on en parle moins. Même la banderole contre les ch'tis, finalement, Oui, a voilà. pris une ampleur Voilà. politique extra-sportive. Exactement, extraordinaire. ça aboutit à la dissolution des Boys. Et entre autres, hein, d'ailleurs, il n'y avait pas que ça. Mais Et aujourd'hui, on voit par exemple que le Parc des Princes est aussi un enjeu politique entre Nasser, Hidalgo, peut-être demain Rachida Dati, Valérie Pécresse, tout le monde, Carl Olive, tout le monde prend ses positions. Ça a toujours été comme ça. Le PSG est à la fois un endroit où il faut se montrer parce que ça fait bien. Ouais, c'est aussi un endroit aujourd'hui où on fait des affaires, hein. Faut dire la vérité. Et en même temps, c'est un sujet de récupération. Tu sais, t'es homme politique aujourd'hui, ça fait bien de taper sur le PSG. Il se passe quelque chose, ça fait bien. Tu tapes sur les riches, tu tapes sur le foot. Oui, on est dans la démagogie, il faut dire la vérité, on est dans la démagogie. Quand tu fais d'un chant du Parc des Princes quelque chose d'homophobe, tu sais que tu vas faire parler. Que ce soit vrai, pas vrai, ils en ont rien à faire de ce qui se passe ailleurs, ou de si c'est vrai, pas vrai, ou dans quelle mesure c'est vrai ou pas vrai, ou de l'histoire du supporterisme par rapport à ça. Eux, ce qu'ils disent, c'est ça fait bien, ça va faire parler. On tape sur le PSG, on tape sur le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est le PSG. Le PSG, ça fait quoi? Ça fait 2 millions, 3 millions, 4 millions d'audience par match sur Canal+, sur beIN Sport, sur DAZN, ce que tu veux. Un peu moins sur DAZN. Donc forcément, l'écho dans la population, dans l'opinion publique, il est plus important. Objet de récupération, c'est un petit peu le cas quand le Qatar rachète le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire justement, le Qatar utilise le Paris Saint-Germain avec une visée politique, finalement, pour faire le soft power, oui, pour faire en fait, connaître. Le Qatar déjà avait une implantation en France Bien sûr, autre que celle du PSG. même peut-être moins visible pour le grand public. Moins visible pour le grand public, effectivement. Oui, tu l'as dit, ça a une stratégie de soft power qui est de mettre en avant leur diplomatie à travers le sport, leur stratégie diplomatique à travers le sport. Ça a été le PSG, ça a été beIN Sport, et ça a été surtout en apogée la Coupe du Monde au Qatar. Et oui, mais d'autres le font. Là. Les Russes le font, les Américains, enfin des hommes d'affaires américains le font. Je veux dire, c'est l'histoire du foot aujourd'hui. À l'époque, c'était des entrepreneurs français comme Dassault, comme on le voit aujourd'hui encore avec un peu Arnaud, etc. Voilà, aujourd'hui, il y a besoin de plus grande puissance financière, il y a besoin que ce soit des investisseurs émanant de ces puissances-là. On le voit à Manchester City, par exemple, ou qu'il y ait des États derrière. Oui, le PSG a été un instrument de diplomatie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie sportive derrière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attachement. On sait très bien que Nasser Al-Khelaifi, on pense qu'on veut de Nasser Al-Khelaifi, et de l'émir du Qatar, c'est des passionnés de foot, et je pense sincèrement qu'ils ont un attachement profond au PSG, sinon ils ne seraient pas restés aussi longtemps. Donc il y a toujours une utilisation du foot à des fins politiques, d'une manière ou d'une autre. 2024. Toi, tu as été assez prolifique professionnellement. Ouais. Tu as sorti plusieurs livres, notamment Paris est magique avec le Paris Saint-Germain, oui, chez Amphora. Exactement. Qui est sorti il n'y a pas longtemps, au mois de novembre. Alors j'ai contribué à ce livre-là. Tu as contribué. Ouais. En fait, c'est un guide pour redécouvrir Paris, les quartiers, et aussi à travers les habitudes des joueurs du PSG. Exactement. Alors ça, c'est super sympa comme projet. Alors c'est pas mon projet de base, c'est le guide ultime qui a eu un projet avec le Paris Saint-Germain. L'idée, c'était de présenter la ville de Paris, les monuments, etc., en lien avec le PSG. Et en fait, j'ai été contacté pour écrire à la fois le lien entre les endroits clés de Paris et l'histoire du PSG. Je sais pas, les restaurants où vont les joueurs, les endroits clés où ont été fêtées la Coupe des Coupes, le premier siège du PSG, la première boutique du PSG, etc. Et les témoignages des joueurs que j'ai fait. Donc j'ai interviewé chaque joueur l'année dernière pendant 5-10 minutes, où je leur ai demandé leur rapport à la ville de Paris.
Voilà, où est-ce que vous, enfin pas où est-ce que vous habitez, mais qu'est-ce que vous aimez faire à Paris? Où est-ce que vous sortez? Où est-ce que vous aimez dîner? Quelles ont été vos premières impressions, etc. Et ensuite, je le raconte sous forme de témoignage. Et ouais, c'était super sympa. Alors, ça varie selon les joueurs. Alors, j'ai trouvé, ça va vous paraître un peu surprenant, que les joueurs étrangers étaient plus bavards que les Français. Voilà. Alors que les Français, les Franciliens... En fait, les Français franciliens, je me rends compte que finalement, dans leur jeunesse, ils ont pas forcément... ils étaient soit dans leur banlieue, soit dans leur ville, et ils n'étaient pas forcément souvent à Paris, ou alors ils faisaient souvent la même chose. Entre potes, ils sortaient, etc. Du coup, ils n'avaient pas forcément énormément de choses originales. Par contre, l'étranger qui arrive, le portugais, Vitinha, je sais pas, Donnarumma, etc., Marquinhos, qui sont arrivés il y a quelques années, eux, bah voilà, ils sont arrivés, on leur a dit, voilà, il faut aller là, il faut aller là. Ils ont pris le temps de visiter, ils ont été un peu émerveillés par la ville de Paris, par la beauté. Et du coup, ils avaient plus cette magie dans la parole, ils avaient plus cette authenticité à me parler de la ville de Paris. J'ai trouvé ça très sympa. Parce que finalement, on peut le mettre pour tout le monde au-delà du football, parce qu'un touriste aujourd'hui du monde entier vient visiter Paris, va connaître les quartiers, va aller voir les monuments, alors que les Parisiens et surtout les Franciliens le font pas. Ouais, bah c'est ça, oui, effectivement. Mais moi, je m'inclus dedans. Je m'inclus dans ça. Moi, je suis à Paris depuis 2017. Et des fois, je me dis, putain, mais je connais rien de cette ville. Ça, j'ai pas fait. Cette expo, je l'ai pas faite. Ce monument-là, ah oui, j'y suis jamais allé, en fait. On en parle tout le temps, mais j'y suis jamais allé. Par contre, le gars ou la fille qui est arrivée il y a 5 ans à Paris, qui est étrangère, elle a tout fait. C'est ça. Voilà. Bah oui, t'as raison, c'est ça. Alors, il y a eu les Jeux Olympiques cet été, mais est-ce qu'on peut pas dire que finalement le Paris Saint-Germain aujourd'hui est le premier ambassadeur de la ville de Paris dans le monde? Oui, je trouve que c'est un bon résumé. De par la dimension qu'a pris le PSG, de par la modernité du Parc des Princes aujourd'hui, le PSG a réussi à faire du PSG, de son club et de son stade, un élément incontournable d'une visite touristique parisienne. Aujourd'hui, le touriste, alors je vais prendre un exemple typique, un touriste coréen, parce qu'aujourd'hui on a un joueur coréen en PSG, Kang In-lee. Le touriste coréen, il vient à Paris 4 jours, il fait Montmartre, il fait le Louvre, il fait l'Arc de Triomphe, il fait les Champs-Élysées et il fait le Parc des Princes. Et ça, c'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, le PSG a réussi à faire de son club, a réussi à faire de son stade un élément incontournable de la ville de Paris. Tant mieux, c'est super. Ça, quelque part, ça apporte une dimension nouvelle à la culture foot, parce que Paris n'est pas une ville de foot. Paris, contrairement à Saint-Etienne, contrairement à Lens, contrairement à un autre club du sud de la France, que je ne citerai pas, Nice, voilà, n'est pas une ville de foot. Et c'est important ce qu'a fait QSI et ce qu'a fait le PSG et les dirigeants du PSG aujourd'hui, de quelque part faire du PSG et de conférer à PSG une existence importante au cœur de la ville de Paris. Et alors justement, tu mets au cœur de ce projet le Parc des Princes. Si jamais le PSG devait quitter le Parc des Princes pour aller s'installer en banlieue, comment tu perçois ça? Alors je suis partagé, je vais pas te mentir. Mon cœur me dit que ce serait vraiment une catastrophe et que l'histoire du PSG, enfin en tout cas mon histoire du PSG, mon histoire personnelle avec le PSG et la grande histoire du PSG est intimement liée au Parc des Princes. Ce côté-là me dit aussi que ce qui nous rattache encore au PSG, parce qu'on a perdu beaucoup de choses, bon, le logo a été modifié, il y a plein de choses qui ont changé, les 2 virages ne sont plus 2 virages au Parc des Princes, bref, pour plein de raisons, on évoquera peut-être tout à l'heure. Ce qui nous raccroche encore au PSG, c'est le Parc des Princes. Si on le perd, c'est compliqué. Ce côté-là aussi me dit que Paris, c'est le PSG, c'est l'ouest de Paris. Il y a aussi une identité. Voilà. Au Parc des Princes, le Parc des Princes, c'est à Paris, c'est dans le 16e arrondissement, ça a ce côté un peu bling-bling, ça correspond un peu à l'histoire du PSG. Si on va ailleurs, bah, c'est plus vraiment le PSG. Et en même temps, je me dis, bah, Arsenal a changé de stade, l'Atlético a changé de stade, le Milan va changer de stade, le Bayern a changé de stade. En fait, quasiment tous les plus grands clubs ont changé de stade par des logiques un peu de business et de nécessité en termes de capacité. Mais pas forcément pour aller s'installer en banlieue. Non, mais... Le Bayern, le stade est à peu près au même endroit, l'Emirates, il est à 200 mètres. Ouais, alors peut-être, mais en même temps, bon, bah, à Paris, tu fais ça où, déjà et t'as besoin d'une plus grande capacité. Et en même temps, si je suis un peu pointilleux sur l'histoire du PSG,
bah en fait, on n'a pas toujours été au Parc des Princes. Avant, on a démarré à Saint-Germain. En fait, le PSG était à Saint-Germain de base, entre 70 et 74. Donc, je suis un peu partagé. Est-ce que... Et puis, les nouveaux supporters écriront leur histoire là-bas. Comme les premiers, on l'écrit à Saint-Germain. Comme les supporters d'Arsenal, les nouveaux, on l'écrivent à l'Emirates. Et avant, les autres, c'était à Highbury. Voilà. Moi, j'ai pas envie qu'on parte. Ça me ferait chier qu'on parte. Je suis incapable de te dire si je garderai mon abonnement aujourd'hui. Voilà. C'est compliqué. Bon, ça dépend de plein de choses. Ça dépend c'est où, etc. Mais en même temps, est-ce qu'un vrai supporter arrêtera de supporter le PSG parce qu'il quitte le Parc des Princes? Là, je dis non. Je suis pas d'accord avec ça. Si t'es un vrai supporter du PSG, tu continueras de supporter le PSG, même s'il va jouer à Saint-Denis ou à... Même s'il n'y a plus Paris et Saint-Germain. S'il n'y a plus aucun des deux. C'est plus le Paris et Saint-Germain. C'est pour ça que je te pose la question. Ah non, ça c'est différent. Si non, le PSG c'est Paris Saint-Germain. Voilà. Donc aujourd'hui il y a plus aujourd'hui Saint-Germain c'est Poissy. Si c'est Poissy-Saint-Quentin par exemple, le nouveau club PSG. Ah, non, mais bon c'est autre chose parce que là tu changes pas un nom de club comme ça, c'est pas possible. Oui, mais géographiquement il y aurait plus de rapport. C'est vrai, mais ça veut pas dire que le club changerait de nom, je pense. De la dénomination, c'est quelque chose. Enfin, c'est déposé, hein, c'est un statut déposé. Bien sûr, oui. Puis voilà, tu changes pas le nom d'un club comme ça. Enfin, voilà, t'as une marque, t'as développé quelque chose, t'as une histoire. En revanche, changer tu me parles de Poissy, ce qu'ils ont fait aujourd'hui au centre d'entraînement, c'est exceptionnel. Moi, j'y suis allé, c'est exceptionnel. Franchement, bravo le PSG, c'est monstrueux. Je vais leur faire un peu de promo. Ils ont sorti un documentaire là, de 52 minutes sur le campus. Franchement, allez le voir, il est monstrueux. C'est un outil de modernité, un outil de travail qui est vraiment faramineux. C'est aussi d'une utilité sportive. Et c'est aussi très bien pour l'histoire et l'identité PSG, parce qu'ils ont réussi à réunir au sein d'un même endroit tout le Paris Saint-Germain. Le judo, le football masculin, le football féminin, les jeunes, la scolarité, l'académie PSG avec les écoles de foot. Voilà, il y a tout au même endroit. Et ça c'est bien pour créer une histoire commune, pour apprendre aux plus jeunes l'histoire du PSG. Franchement, c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Alors justement, tu as écrit également PSG Inside, le livre officiel 2023-2024. Ma question, c'est comment vois-tu le PSG dans 20 ans, en 2044? Avec une Ligue des Champions au palmarès. D'accord, une seule. Je sais pas. Non, je plaisante. Un ami à toi, Cédric, m'a dit 4 ou 5 Ligues des Champions. 4 ou 5 Ligues des Champions, j'en sais rien. Moi, je trouve que Cédric fait preuve de beaucoup de certitude parfois. Donc, je ne suis pas comme lui là-dessus. Je sais pas. Je sais pas parce que je sais pas où le PSG sera. Est-ce qu'il sera encore au Parc des Princes ou pas? Je sais pas ce que sera devenu le football. Est-ce qu'il y aura encore un championnat de France? Est-ce qu'il y aura encore la Ligue des Champions? Est-ce que tout ça n'aura pas forcément été gommé par un énorme projet de Super League qui finira, je pense, d'une manière ou d'une autre par aboutir? Est-ce que la nôtre, n'aura pas été absorbée par la génération plus jeune, qui a une autre manière de supporter le PSG, qui est plus dans la culture de l'instant, qui est plus dans une manière de supporter qui lui correspond, qui est plus voilà, avec ses codes à elle. Je parle de la génération d'aujourd'hui. Moi, je suis incapable de dire ce que sera le PSG. J'espère qu'il sera toujours aussi proche de son histoire et de son ADN, c'est-à-dire ses couleurs, son respect de l'institution, son respect des anciennes gloires, évidemment les chants, le stade, etc. Moi, j'espère qu'on sera toujours aussi proche de notre ADN, mais je ne peux pas te le garantir aujourd'hui. Tu as écrit un bouquin sur le PSG d'hier, c'est-à-dire sur Kylian Mbappé, qui s'appelle Révolution Mbappé. Alors, on va pas revenir sur tout le phénomène Mbappé, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais quelle est pour toi la véritable empreinte qu'il a laissée au Paris Saint-Germain? Alors, il y a une empreinte évidemment indéniablement statistique. Moi, je déteste la lecture statistique et analytique du foot. Pour moi, le foot, c'est des émotions, c'est un récit, c'est des épopées. Et je lis pas du tout le foot sous la lecture de statistiques. Mais certains le font. Et dans les livres d'histoire, de manière écrite et intemporelle, ça existe. Donc il faut pas le nier. Et Mbappé, c'est de loin le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc voilà, là-dessus, c'est indéniable. Il a aussi laissé une empreinte
je pense, très grande chez les plus jeunes. Ceux qui ont commencé à supporter le PSG il y a, on va dire, en 2015-2016. Un peu ça de là. Les moins de... ceux aujourd'hui qui ont 25 ans au maximum. Je pense que voilà, Mbappé, c'est la première superstar. En plus, il est français, il a gagné la Coupe du Monde. Enfin, il y a un côté un peu enfant prodige, magique, voilà, idole pour ces gens-là. Voilà. Et Clément Pernia, c'est plutôt Paoletta ou plutôt Kylian Mbappé? Bah, moi, c'est plutôt Paoletta. J'aimais bien... Alors déjà, Mbappé, moi, je vais être transparent parce que j'aime pas les gens qui réécrivent l'histoire. Mbappé, il a porté le club pendant des saisons quand même. Voilà. La première saison Pochettino ou la deuxième, je sais plus, quand on joue avec le maillot rose et qu'on est champion à la fin et tout, c'est lui qui met doublé sur doublé en fin de saison, enfin quand c'était deuxième année Covid, je crois. Voilà, à ce moment-là, il est énorme. Moi, à titre personnel, tu me parles Clément Pernia, j'ai jamais été un grand fan de Kylian Mbappé. Jamais, tout le temps. Enfin, depuis toujours, même avec l'équipe de France, etc. En fait, c'est pas parce que je lui voyais des limites, c'est parce que c'est pas le type de joueur vers qui je suis porté. Pour moi, Mbappé, c'est un robot, c'est une machine de guerre. C'est un mec qui va t'empiler les buts, qui va te mettre 50 buts. Mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de magie pour moi chez Kylian Mbappé. Certes, il est magique à des instants parce qu'il va te renverser des matchs, mais dans sa manière de jouer, dans sa manière de communiquer, c'est un robot qui contrôle tout, sa communication, sa manière de jouer, ses courses. Enfin, voilà, moi, j'ai été emballé par Neymar. Mm-hmm. Moi, Neymar, franchement, je l'ai insulté, je te le dis. Je l'ai insulté et je suis content qu'il soit parti et j'étais content qu'il parte. Mais ça, c'est les joueurs pour qui j'allais au stade. J'allais pas au stade pour Mbappé, j'allais au stade pour Neymar. Neymar, c'est vraiment le joueur, le magicien, l'enfant pourri, insupportable qu'on aimait autant qu'on détestait. Ça, c'est vraiment un mec pour qui j'allais au stade que j'ai aimé, que j'ai défendu. Mbappé, j'avais pas cette magie-là. Donc, j'ai jamais été fan d'Mbappé. Donc, c'est pour ça que pour moi, il a pas une empreinte énorme à titre personnel. Finalement, Neymar, c'est plus PSG que Mbappé. Neymar, c'est complètement PSG. Neymar, c'est complètement PSG. C'est la magie, c'est le Brésil, c'est le numéro 10. Et en même temps, c'est la désillusion, c'est la déception. Voilà, c'est le PSG. On revient dans la définition du PSG. Ouais, du PSG. C'est vrai que Neymar, il correspond bien à la définition du PSG. Alors, t'écris pas que des livres sur le football. T'as aussi écrit un livre sur Alberto Contador, oui. le cycliste espagnol qui a remporté plusieurs fois le Tour de France. Il y a beaucoup de fans de football qui sont aussi fans de cyclisme. C'est ton cas, du coup? Ouais, j'adore le vélo. Moi, c'est mon idole, Alberto Contador. C'est le livre dont je suis le plus fier, franchement, je te le dis. Je remercie, j'embrasse Julien qui est mon co-auteur et je remercie l'éditeur Talent qui m'a fait confiance sur ce projet-là, parce que c'était pas gagné. Et franchement, c'est mon idole en sport. J'ai toujours idolâtré Alberto Contador. J'ai grandi comme tout le monde en regardant le Tour de France l'été et je trouvais que ce mec était absolument exceptionnel dans sa manière de pédaler, dans son panache, dans sa manière de toujours attaquer, dans sa grâce et son élégance quand il était debout sur le vélo en danseuse face au frère Schleck. Enfin, d'abord face à Armstrong, ensuite face au frère Schleck, ensuite face à Christopher Froome. Bon, c'était un peu plus compliqué pour lui. Et je me suis dit, ce gars-là, bon, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il avait une histoire absolument incroyable, qu'il avait fait un mois de coma quand il était plus jeune. Bon, après, il y a eu les histoires de dopage, on le croit, on le croit pas. Puis jusqu'à sa dernière victoire en 2017 à l'Angliru, où il va gagner la dernière étape en partant à 20 bornes de l'arrivée tout seul, au milieu des falaises. Enfin, franchement, c'est une épopée romanesque, ce mec. Et j'ai toujours voulu le raconter et j'ai eu la chance de le faire. Et franchement, c'est super. Et oui, alors aujourd'hui, forcément, il est plus là, donc c'est plus compliqué pour moi. J'ai plus d'idole dans le cyclisme. J'ai adoré Thibaut Pinot, j'aime beaucoup Pogacar, je les respecte énormément. C'est pas mes idoles, mais je les respecte. Mais ouais, j'adore le cyclisme parce que franchement, c'est les sportifs que j'admire le plus. Je te le dis, les cyclistes, c'est les sportifs que j'admire le plus. Bon, déjà, c'est pas des superstars, ils sont pas payés comme les footballeurs, etc. Mais ce qu'ils font face à la difficulté, ce qu'ils font face à la pente, face au défi durant 3 semaines l'été, je peux rajouter le Giro et la Volta. Franchement, c'est exceptionnel. Et t'as les mêmes émotions quand tu regardes une étape, quand tu regardes un tour, que quand tu regardes un match de foot? Bon, ça dépend. Si c'est le PSG, non. Le PSG, c'est unique. Il n'y a rien qui équivaut au PSG. Mais ouais, moi, je peux te regarder les 21 étapes. Je sais qu'il y a plein de gens, et je comprends, qui me disent « Oh, moi, la plaine, ça m'intéresse pas. » Moi, je peux te regarder les 21 étapes en intégralité.
Je trouve ça passionnant. Et ouais, franchement, je peux vibrer devant une étape de montagne. Je peux avoir de l'émotion. Ouais. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Déjà, je trouve ça incroyable la passion qu'il y a. Les gens, les Français au bord de la route, je trouve ça magnifique. Tu vois, le Tour de France, pour moi, c'est la France. La passion, le sport, les provinces, la mise en avant des territoires. En même temps, il y a toujours Paris, parce que l'arrivée est à Paris sur les Champs-Élysées. Voilà, pour moi, le Tour de France, il n'y a rien qui résume mieux la France que le Tour de France pour moi. Alors, quand un livre sur Thibaut Pinot, supporter du Paris Saint-Germain? Ah ouais, j'aimerais bien le faire en interview d'ailleurs, ouais. Mais il me répond pas. Ah. Voilà, Thibaut, si tu m'entends. Moi aussi. Si t'écoutes ce podcast, accepte mon interview. Pas de mon interview. Thibaut Pinot, j'aurais adoré le faire en livre tout court, mais ça a déjà été fait par un autre journaliste. Mais ça, Pinot, c'est le coureur qui se rapproche le plus de Contador. De par sa personnalité, de par son tempérament, de par son côté tout le temps attaquant, de par son style aussi. Il était plutôt beau à voir, Thibaut Pinot. Et j'en parlais avec Nicolas G, etc., des journalistes français qui suivent les recos, qui les suivent durant toute la saison en reconnaissance. Il me disait la même chose. Il me disait, Thibaut Pinot, c'est vraiment celui qui se rapproche le plus de Contador. Donc voilà. Et pour l'anecdote, Thibaut Pinot, je l'ai croisé aux deux stades, avant PSG Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Je vais aux toilettes pour deux stades, on boit des bières avec des potes avant le match. Je vois des mecs qui prennent une photo avec un gars qui est juste devant moi dans la file d'attente. Je dis Thibaut et tout, et moi je me décale et je vois que c'est Thibaut Pinot. Donc, je discute rapidement avec lui, bon il est un peu bourré, et moi aussi. Et au final on discute rapidement, et je dis machin et tout. Et il me dit j'espère que ça va aller. Moi je porte la poisse, dès que je suis là on perd. Et au final, Paris avait perdu 1-0 sur la tête de Mats Hummels. Et voilà, mais franchement, c'est un passionné du PSG. Il est incroyable, Thibaut Pinot. Il aime vraiment le PSG. Avec le virage Thibaut Pinot. Avec le virage Thibaut Pinot. Il est abonné au virage Auteuil. Bien sûr. On va revenir un peu sur... dernière question sur l'histoire du Paris Saint-Germain. J'aimerais que tu nous donnes ton président du PSG. Alors moi, j'ai un faible pour Alain Kézak. Alors Alain Kézak, vraiment, j'ai beaucoup de tendresse pour ce mec, parce que c'est un président qui a pêché par excès de passion, qui en 2006 a failli racheter le club après Colonie Capital par excès de passion, mais qui s'est rendu compte qu'il pouvait pas parce que financièrement ça tenait pas. Il a été président pendant les pires années. Il aimait profondément le PSG. Il vivait super mal les matchs du PSG parce qu'il était trop supporter et Paris allait mal à ce moment-là. Il a présenté plusieurs fois sa démission. Je crois que c'était Sébastien Bazin, le président à l'époque. Je me demande s'il n'y en a pas eu un autre. Je crois que c'est Sébastien Bazin qui a toujours refusé. Voilà, il a finalement démissionné quelques mois avant le maintien du PSG. Il a même pas regardé le match Sochaux PSG. Il était dans sa maison de campagne en Normandie chez son ami Chenu. Et il était avec les chèvres pendant le match, ses biquettes, et voilà, il n'a pas voulu regarder ce match-là. Enfin, il avait des superstitions horribles où il allait mettre du sel sur la ligne de but au parc avant le match. Franchement, Kézak, c'était vraiment un mec vraiment passionné par le PSG, trop passionné par le PSG. Il a fait des erreurs par excès de passion. Mais c'est vraiment pour moi le mec, le président qui résume avec Borelli la passion du PSG. C'est comme journaliste, finalement, quand on est président, faut pas être trop supporter. Ah ouais, voilà, exactement. C'est la même chose. Si tu devais me citer un entraîneur. Un entraîneur du PSG que j'ai connu ou pas forcément? Celui qui, pour toi, finalement, représente le plus le club, où tu as apporté le plus de choses, plus d'émotions, ou le plus beau jeu, c'est à toi. Non, je suis bête, oui, Luis Hernandez, forcément. Luis, évidemment, que je connais bien maintenant en plus, parce que je l'ai interviewé plusieurs fois. Luis, c'est le PSG. Tu vois, tu me demandes quelqu'un qui résume le Paris Saint-Germain, c'est Luis Hernandez. J'aurais dû te répondre ça tout à l'heure, tu vois. C'est quoi le PSG? C'est Luis Hernandez. C'est le Titi parisien, voilà, qui est fier de son club, qui à un moment donné s'est barré au Matra, donc c'est toujours un peu le côté imparfait, mais qui revient. Non, Luis Hernandez, c'est l'entraîneur qui a gagné la Coupe d'Europe déjà. Il a gagné la Coupe d'Europe. Il est revenu ensuite au club. Il a été joueur, entraîneur, dirigeant. Enfin voilà, il a été là tout le temps. Il vient de Lyon à la base. Il vient de Lyon. C'est un Espagnol. Il vient de Lyon, il a naturalisé. Tout à fait. Voilà, il est accueilli très tôt au PSG par Pierre Alonso, qui a disparu il n'y a pas longtemps, le père de Jérôme Alonso. Qui était son adjoint après. Ouais, qui était son adjoint après. Qui avait déjà été entraîneur. Voilà. Et non, Luis, c'est vraiment l'ADN du PSG. Et puis c'est l'entraîneur qui nous a remporté la Coupe d'Europe. Et voilà.
Donc finalement, entraîneur et joueur. Si tu devais me citer un joueur et pas Luis Fernandez. Bah, non, pas Luis. Un joueur. Alors, tu sais quoi, je vais te citer un joueur plus récent. Allez, parce que j'aurais pu te dire Souzic, etc. Mais je les ai pas connus directement et voilà. Je vais dire Javier Pastore. Javier Pastore, alors déjà parce que je l'adore. J'adore Pastore, c'est mon chouchou. C'est mon joueur préféré que j'ai connu au PSG. Et Pastore parce que c'est la classe, quoi. Pastore, c'est la. Tu vois, tu me dis un joueur qui incarne le mieux le romantisme du PSG, c'est Pastore. Il ratait 2 passes sur 3, mais celle qui passait, c'était la passe décisive. Tu vois, je te disais tout à l'heure, moi j'aime pas les lectures analytiques du foot, mais si tu regardes les stats de Pastore, elles sont horribles. Il avait, je pense, 30% de déchets ou 40%. Mais c'est normal. Toutes ses passes, c'était destiné à être des passes de but. Et puis il avait une allure, il avait une prestance, il avait une gouaille, et puis c'est le premier qui est arrivé sous QSI, et puis même quand il était pas bon, on n'avait pas envie de le critiquer, on avait envie de le chouchouter, Pastore. Et puis surtout, moi maintenant je le connais un peu, et c'est vraiment une personne exceptionnelle. Vraiment, il est vraiment d'une gentillesse incroyable. Il aime profondément le PSG, il est attaché au PSG et à la ville de Paris. Paris, c'est sa ville, Pastore. Il a tout construit à Paris, sa famille, il a rencontré sa femme, il a eu ses enfants à Paris, il a une maison à Paris encore aujourd'hui. Vraiment, c'est sa ville, il aime le club. C'est son club, le PSG. Voilà, nous, on a vécu des années incroyables avec Pastore. Voilà, c'était un beau joueur, et puis c'est un joueur comme je les aime, un joueur technique, un joueur raffiné, un joueur élégant, et voilà. Un joueur. Et toujours là, régulièrement au Parc des Princes. Tout le temps là, à Paris. Il était encore là, il était là contre l'Atlético. Il était là il y a quelques temps pour l'inauguration du campus, donc ouais, il est souvent là au parc. Alors par contre, il y a déjà eu un livre, je crois, sur Javier Pastore, si jamais t'as l'idée. Eh ben non. Il me semble, j'en ai un à la maison. En 2011. Oui. En fait, c'est un. Je sais plus en quelle année. C'est Johan Rioux et Vincent Duluc qui l'avaient fait. Je sais plus. Je crois. Et c'était à son arrivée en 2011, mais c'est un livre qui a été fait en un mois très rapidement pour le présenter. D'accord. Donc voilà, il n'y a pas de. Faut que je retrouve. Voilà. Et il faudrait que j'essaye de le faire. Bah pourquoi pas. Ouais. Avec lui, du coup, Avec si lui. tu le connais. Exactement. Le pari de Javier Pastore. Ouais. Javier, je sais pas comment on pourrait appeler ça. El Flaco dans la capitale. Et tu sais qu'il y a des gens, moi au Parc des Princes, dans ma tribune, on m'appelle Javier. Ah bah ouais, c'est mon surnom. C'est ton joueur préféré aussi? Oui, tout à fait. Bah, dans mon livre, il y a un chapitre entier sur Javier Pastore. Il n'y a que 2 joueurs qui ont le droit. Les vrais reconnaissent les vrais. Rai et Javier Pastore, Ouais. toi, c'est les 2 qui ont le droit à leur chapitre. Si tu devais me citer un match du Paris Saint-Germain. Alors ça, c'est plus compliqué. Un match du Paris Saint-Germain dans l'histoire? Oui, celui qui t'a le plus marqué, positivement ou négativement, c'est toi qui vois. Ou les 2 d'ailleurs. Il y a forcément cette finale 2006 de Coupe de France PSG-OM, où je trouve elle résume pas mal, elle résume beaucoup de choses. Elle résume l'ADN du PSG en termes d'équipe de coupe. Elle résume la faculté à gagner des trophées même dans les périodes les plus compliquées. C'est-à-dire qu'il y a des clubs comme Marseille, par exemple, qui pendant 20 ans ne gagnent rien. Nous, Paris, même quand on était au fond du sac, on gagnait des coupes. Et puis, il y a cet ascendant sur l'OM dans l'histoire. Il y a peut-être eu quelques moments au début des années 90 où Marseille nous battait, mais globalement, Paris, et surtout depuis le début des années 2010, a un ascendant sur le rival qui est absolument exceptionnel. Et même quand c'était moins bien, dans les années 2000, donc cette finale, l'OM avait une équipe bien meilleure que le PSG. Mais Paris arrivait à remporter ses finales, à remporter ses matchs de coupe. Et ça, je trouve ça magnifique. Et je trouve que le slogan Paris est magique, il trouve son résumé dans ce genre de rencontre. Moi, c'est l'un de mes premiers matchs que j'ai vu du PSG. J'étais au 70, au restaurant du Parc des Princes. Alors ensuite, j'ai fini sur les Champs-Élysées, etc. Et franchement, j'ai vibré devant ce match. J'avais la boule au ventre, j'avais très peu mangé, j'étais tout petit. Et franchement, j'en suis fier de ce match parce que cette victoire a été magnifique. C'est ce que j'allais dire, tu étais très jeune à l'époque. Ouais, mais tu vois, j'ai adoré ce match et je l'ai revu. Et franchement, cette victoire, elle est incroyable. Finalement, c'est un des premiers PSG Marseille où tu étais assez conscient de ce qui se passait et des enjeux. Je crois que c'est le deuxième. Le deuxième où je suis conscient, le premier, c'est notre victoire 3-2 là-bas. Avec un doublé de Branko Bojkovic en Coupe de France, je crois en Coupe de France, ouais, en 8e de finale, je crois. Et ça, c'est le deuxième. Avec Bernard Mendy aussi. Non, Bernard Mendy, exactement, c'est ça. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais. Sinon, l'autre match, c'est PSG Bucarest.
quand on inverse avec le 5-1 au parc, l'ambiance incroyable, voilà. Là, Non, je n'étais pas là, mais ouais. je l'ai revu. T'étais pas né encore Non, là. je n'étais pas né, je l'ai revu, je l'ai beaucoup analysé, étudié. J'ai interviewé beaucoup de gens sur ce match-là. Et ouais, c'est vraiment le match, je trouve, qui incarne aussi pas mal la décennie 90 du PSG. Et puis son histoire. Si tu avais un mot de la fin à adresser à quelqu'un, à qui tu veux. Un mot de la fin. Bon, moi, j'ai envie de remercier plein de personnes. En fait. Vas-y. Donc, non, le mot de la fin, ça serait aux jeunes supporters du PSG. Et ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. Documentez-vous, renseignez-vous, lisez ce que c'est le PSG. Voilà, des gens comme toi et des gens comme nous, on a presque plus rien à apprendre aujourd'hui, on connaît l'histoire, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on peut analyser en connaissance de cause. Et on peut comprendre l'avenir, on peut comprendre les enjeux quand il y a des débats sur le Parc des Princes, quand il y a des débats sur les stars au PSG, sur le traitement médiatique du PSG. Moi je dis aux jeunes au moins de 25 ans qui écoutent ce podcast, lisez des livres, lisez les livres sur l'histoire du PSG, renseignez-vous sur les premières légendes du club, sur Daleb, sur Souzic, sur Jean Djorkaeff, sur Francis Borrelli, sur Daniel Echter. Voilà, enfin, voilà, même sur Jean-Paul Belmondo, enfin vraiment tous ces gens qui ont contribué à l'histoire du club, et vous comprendrez ce que c'est le PSG, et c'est hyper important. Si vous voulez comprendre et bien analyser, avoir une lecture complète aujourd'hui du PSG, vraiment renseignez-vous et surtout restez fidèle au PSG, parce que même si je disais que c'est un club tragique, vraiment c'est des émotions exceptionnelles. C'est un club magnifique, c'est un stade magnifique, c'est un logo magnifique, ce sont des couleurs et un maillot magnifique, et voilà, il y a une forme de magie aussi dans le PSG, et quoi qu'il arrive pour toujours, ce sera un club singulier. Et voilà, franchement, ne déviez jamais du Paris Saint-Germain, parce que c'est une chance, je trouve aujourd'hui, de supporter le PSG. Du coup, pour ça, il y a pas mal de bons bouquins faciles à lire. Voilà, dont le tien. Et dont les tiens. Voilà, exactement. Donc franchement, allez-y et soyez fidèles, et surtout, documentez-vous. Merci Clément Perniat. Merci à toi. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.